Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 348e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 348e édition, nous avons retenu pour thème « Quelle fiscalité pour Haïti ?» Pour avoir cette émission, nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir un confrère. Un confrère qui a publié plusieurs articles à travers les colonnes du Nouvelliste sur la fiscalité. Un jeune confrère, un chercheur, professeur, et qui, spontanément, volontairement, se rend disponible pour partager avec nous le fruit de ses recherches sur cette matière aussi pointue, la fiscalité. Je veux citer le confrère John Earl Legault. Confrère Legault, bienvenue en rémission. Je vous remercie, M. Payan. Je salue tous les téléspectateurs de cette émission OCPA Magazine. Et c'est pour moi un grand plaisir de cette opportunité qui m'est offerte de me présenter sur ce plateau. Et j'espère que les téléspectateurs vont tirer profit et tout l'aspect et l'environnement professionnel aussi va bénéficier de ce qui va dégager de cette émission. Très bien, merci. Sur ce, on prend une pause. On vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre organisera des élections dans les prochains jours. Il y a une convocation de l'Assemblée générale le 9 septembre de ce mois, soit samedi, pour élire un nouveau conseil à la tête de l'OCPA. De nombreux confrères et consoeurs sont candidats. Eh bien, nous espérons que l'Assemblée va pouvoir se tenir ce 9 septembre de façon à élire un nouveau conseil à la tête de l'OCPA. Le président sortant, c'est le confrère Édouard Clément, et qui n'est pas du même candidat à sa réélection. Donc, ça veut dire que nous aurons de toute façon un nouveau président et de nouveaux membres au niveau du conseil. À chaque émission aussi, nous vous apportons quelques éléments d'information. Eh bien, aujourd'hui, sur demande de l'habitude de l'émission, eh bien, on va parler de la compte des 2% appliqués sur les contrats. Eh bien, d'après l'article 76 du décret relatif à l'impôt sur le revenu, le 9 septembre 2005, eh bien, la loi fait obligation aux parties versantes des honoraires particulièrement de prélever 2% sur les honoraires versés. Donc, ça signifie que lorsque une entreprise, une institution financière, une institution privée comme publique, a rapport avec un professionnel, eh bien, cette entité-là doit prélever 2% sur les honoraires. Ces 2% ne concernent pas les activités commerciales. Donc, il n'est pas question de prélever de 2% lorsqu'on est en présence d'entreprises commerciales. Cette émission a pour thème « Quelle fiscalité pour Haïti ?» Le grand principe est le suivant. Il y a les dépenses publiques, il faut les couvrir. Pour les couvrir, il faut des impôts. Il faut d'autres ressources. L'État, comme agent économique, eh bien, a besoin de ressources financières pour faire face aux dépenses publiques. Les dépenses publiques, qui sont de grandes catégories, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Et
comme tout agent économique ordonné, discipliné, ça commence à partir du budget. Donc, c'est la grande manipulation de ces ressources publiques qui forment ce qu'on appelle les finances publiques. Et le point de départ, c'est le budget, au point qu'on appelle loi de finances. Le confrère que nous avons invité à cette émission, qui est M. Legros, eh bien, nous allons voir avec lui l'environnement du budget, les grandes lignes du budget. Nous allons voir également la relation qu'il y a entre les dépenses publiques et les ressources publiques. Comment arriver à définir une fiscalité appropriée, adaptée à la situation d'Haïti. Donc, ce sera la grande partie de l'émission. Et M. Legros aura aussi à vous faire part de sa lecture du budget et également des éléments de réponse à beaucoup d'interrogations que vous avez, que lui aussi, il a pu avoir en tant que chercheur. Donc, confrère Legros, veuillez d'abord vous présenter au grand public. Encore une fois, je salue tous les téléspectateurs. Alors, et je suis, comme vous avez vu sur votre écran, John Earl Edir Legros, un comptable professionnel agréé d'Haïti, membre de l'OPA. Et j'ai un master 2 en gestion financière et aussi finissant en génie civil. Donc, j'ai déjà, disons, plus de 14 ans dans l'enseignement classique et universitaire. Et comme c'est pour la majorité des jeunes qui aiment l'enseignement, ils ont commencé très tôt. Moi, j'ai commencé très tôt à enseigner depuis l'âge de 19 ans. J'ai eu la possibilité, l'honneur d'enseigner au niveau secondaire et j'ai suivi ce parcours au niveau universitaire. Maintenant, j'essaie de réfléchir sur différents points qui concernent la société afin de pouvoir apporter ma quote-part et dans la construction de cette nouvelle Haïti dont nous chérissons tant et pour pouvoir permettre au pays de développer. Donc, voilà. Alors, c'est bien un compliment aussi. Alors, quelle est votre lecture de l'environnement des finances publiques en général? Savoir les divers types de dépenses, leurs relations, interactions par rapport aux limitations de ressources dans ce pays. Voilà. Bien. Ce que j'ai pu remarquer en analysant les différents budgets d'une part et les rapports fournis par la BRH sur les finances publiques, j'ai remarqué qu'il n'existe pas de politique de développement par rapport en analysant les composantes et les grands composantes du budget. J'ai remarqué que les dépenses de fonctionnement représentent toujours un grand pourcentage dans le budget par rapport aux dépenses d'investissement. Et s'il n'y a pas une amélioration des fonds alloués à l'investissement, il n'y aura pas vraiment de développement. Donc, disons, la vision globale de développement économique d'un pays doit être ressortie dans le budget par rapport au montant alloué aux investissements. Car c'est l'investissement qui crée normalement de la richesse dans l'économie. Maintenant, en analysant les différents budgets, j'ai remarqué que les dépenses de fonctionnement augmentent continuellement, alors que les dépenses d'investissement ne font que réduire d'année en année, sauf en 2013 et 2012-2013, où il y a eu une augmentation des dépenses de fonctionnement. Donc là, on sait, durant cette période, il y a eu le programme de Petro-Caribé qui accordait beaucoup plus de fonds à l'État. Cela a permis, durant cette période, d'allouer beaucoup plus de fonds à l'investissement. Et la preuve, à l'époque, il y a eu une légère croissance du PIB. À l'inverse, maintenant, on constate, vu que les dépenses d'investissement sont considérablement réduites, donc on constate qu'il y a
une détérioration du taux de croissance et une augmentation du taux d'inflation. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on analyse le poids des dépenses de fonctionnement, il y a ce terme qu'il faut aussi considérer qui est l'effet d'éviction. Parce que à chaque fois que l'État augmente ses dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il doit trouver d'autres sources de financement ou bien d'autres recettes pour pouvoir couvrir les dépenses. Et vu que l'économie n'est pas en croissance, donc cela dit que l'État est obligé d'aller puiser dans les fonds qui étaient alloués, ou du moins qui devraient être alloués aux ménages, aux entreprises pour augmenter encore leur production ou bien pour créer de nouvelles entreprises. Et ces fonds-là, l'État et le gouvernement, les dirigeants, par rapport au poids des dépenses de fonctionnement, sont obligés de puiser de ces ressources d'épargne pour pouvoir couvrir certaines dépenses. Et comment ils procèdent pour puiser de ces ressources? C'est en émettant des bons BRH, parce que lorsque l'État émet des bons, ce sont les ménages ou bien les institutions financières qui achètent ces bons-là. Et ces bons-là, cela réduit les fonds qui devraient être disponibles aux entrepreneurs, aux investisseurs pour pouvoir améliorer leur production et créer de nouvelles entreprises. Maintenant, l'objectif dans tout ça, c'est de voir quelles sont les dépenses dans le budget qui sont utiles, qui sont moins utiles, qui ne sont pas utiles, afin de pouvoir éliminer les dépenses qui ne sont pas utiles et de voir comment il faut réduire les dépenses qui sont moins utiles, afin de jouer sur l'efficience économique pour pouvoir permettre à l'économie de grandir. Donc, dans le budget, si j'analyse les 4 dernières années, disons, je prends 3 années d'études, par exemple, 2014, 2015, 2016. Ce qui a été prévu dans les budgets, et je vous donne les montants alloués dans les budgets. En 2014, on avait prévu comme recette interne 53 milliards 730 millions. OK? Alors qu'on a collecté 47 milliards. On avait prévu en 2015 environ 60 milliards, on a collecté 57 milliards. En 2016, on avait prévu 77, on a collecté 66 milliards. Donc, en pourcentage, il y a eu un écart en 2016, un manque de 16% par rapport à ce qui était prévu. Donc, un écart négatif de 16% par rapport à ce qui était prévu. Maintenant, dans ce budget actuel, l'État a fixé la barre très haut en plaçant les recettes internes, les ressources domestiques à 93 milliards. Cela dit, de 2016 où on a pu collecter 66 milliards, maintenant on veut atteindre 93 milliards, ce qui fait une augmentation de 41%. Et avec un tel multiplicateur de 41% et de 1 pour 41, donc cela montre qu'au niveau de l'économie, il va y avoir une pression intense sur les ménages, sur les entreprises. Donc je pense que cela va amplifier, intensifier beaucoup plus l'effet d'éviction qui existe actuellement. Donc on a constaté durant de 2015 à date une flambée du taux d'inflation. Ça a été passé de 3,8% jusqu'à 15% en avril 2016. Et ensuite, il y a eu, à une certaine période, quelques mois en 2015, une légère baisse. Et en août, il y a eu encore une augmentation, en 2016, dis-je, en 2016, du taux d'inflation. Donc maintenant, nous subissons depuis près de 2 ans un taux d'inflation à 2 chiffres. Et dès qu'il y a un taux d'inflation à 2 chiffres, au niveau de l'économie, c'est comme j'aime employer cette figure de style pour illustrer, pour permettre aux gens de comprendre. Et je sais que la majorité des Haïtiens ont ou bien utilisent ou bien savaient utiliser ce produit, cet insecticide en spirale qu'on appelle Plakadox.
Alors, n'en déplaise aux autres investisseurs qui vendent d'autres insecticides en spirale, mais la majorité des Haïtiens connaissent Placadox. Donc, comment brûle, comment consomme ce produit-là? C'est un produit en spirale, ça consomme de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, au sein de l'économie, c'est ce que nous subissons par rapport à l'effet d'éviction qui s'amplifie de jour en jour. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas vraiment de création de richesse, donc, au lieu que l'économie et les différentes facettes, les agents de l'économie produisent de la richesse, il y a le phénomène inverse, c'est-à-dire il y a une détérioration, il y a une dégradation en spirale de l'économie. Donc, c'est pour cette raison, vu que sur les spires, j'essaie d'imager pour vous permettre de comprendre, sur les spires, c'est comme s'il y a les entreprises, il y a les gens, il y a toute la population qui sont sur les spires. Les spires, c'est les tours, ok? On les appelle des spires. Donc, vu qu'il n'y a pas création, c'est-à-dire au lieu de permettre aux spires de grandir ou bien de croître, c'est le phénomène inverse qui se produit. Donc, les gens qui étaient sur ces spires-là, soit sont obligés de laisser le pays, ou bien, malheureusement, il faut dire qu'il y a certaines personnes qui meurent aussi. Bon, c'est la loi de la nature. Mais la majorité, disons que les gens laissent le pays. Il faut voir cet aspect-là. Donc, la majorité des gens qui sont sur ces spires-là sont obligés de laisser le pays parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Ils se sentent comme s'il n'y a pas de place pour eux dans l'économie. Donc, ils sont obligés de laisser. Et moi-même, vous-même, les autres qui sont là, sont obligés maintenant de reculer. Et en reculant, on se rapproche. Et plus on se rapproche, on va se rapprocher du centre. Et en physique, il y a ce qu'on appelle, dès qu'il y a une forte concentration de masse, il va y avoir implosion. Donc, ce qu'il faut faire par rapport au budget, qui est un outil de gestion publique, l'État doit faire en sorte de réduire ses dépenses de fonctionnement afin de renverser la donne, de produire le phénomène inverse, qui sera de faciliter la croissance de ces spires-là pour pouvoir créer beaucoup plus de place, pour pouvoir permettre aux autres de venir. Et c'est pour cette raison, pour permettre à de nouvelles entreprises, à de nouvelles personnes, à de nouveaux investisseurs de venir, il faut qu'il y ait de mesures de facilitation fiscale, des mesures incitatives, d'où le thème que nous avons pris. Et ce matin, quelle fiscalité pour Haïti. Donc, en ce sens, cela me ramène à l'autre article, qui est le dumping fiscal. Donc, cela va permettre de faire le point sur ce point. Alors, en termes clairs, votre analyse du budget, des différents budgets, a révélé que nous avons des budgets orientés vers uniquement les dépenses de fonctionnement. Et il n'y a pas assez de place pour les dépenses d'investissement. Donc cette situation-là, selon vous, ne facilite pas la création de richesses. Dans le cadre de cette analyse, et qui vous a conduit à ces deux articles, d'un côté, vous avez parlé de dumping fiscal, de l'autre, de l'effet d'éviction, eh bien, nous avons pu déceler que l'État est un État consommateur. Autrement dit, l'argent économique que nous avons pour l'État est davantage consommateur qu'investisseur. Et comme conséquence, ceci influe sur l'ensemble de l'économie. Alors, face à ce constat, confrère Legault, ce constat qui est alarmant, vous avez fait remarquer aussi que les prévisions budgétaires ne sont pas atteintes. Oui. Et malgré ce déficit de collecte des ressources, on a augmenté les prévisions, pas vrai, ce qui en principe, comme vous répétez, va accentuer la pression fiscale sur les ménages, les investisseurs et l'argent économique. Dans ce cadre-là, puisque le constat est judicieux,
quelle solution, quelle fiscalité faut-il appliquer au Haïti? Voilà. Dans le thème de mission. Oui, juste avant, laissez-moi faire une légère précision sur, en parlant du taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation est passé de 3,4 en décembre 2013 à 15,8 en juin 2017, qui était la date à laquelle j'avais élaboré le document, l'article. Maintenant, il y a eu une baisse et en avril 2016, il y a eu un pic de 15,2% et jusqu'à actuellement, ça progresse et c'est toujours un taux à 2 chiffres. Maintenant, pour parler des dépenses, durant les 5 dernières années, nous avons constaté que les recettes totales ont augmenté de 56%, c'est-à-dire sur l'ensemble, en faisant une analyse sur les 5 dernières années. Okay? Dans l'ensemble, les recettes du pays ont augmenté de 56%, tandis que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 87%, alors que les dépenses d'investissement ont été réduites de 52%. Et dans l'intervalle, le déficit public a augmenté de 45%. Donc vous voyez, en même temps, les dépenses salariales ont augmenté de 71%. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État, c'est un agent économique consommateur et de par sa mission de régulation, de répartition des richesses, disons que l'État n'a pas atteint cet objectif-là. Donc, l'objectif devrait être de créer des mesures de facilitation pour favoriser la croissance économique. Donc, l'une des mesures que je propose, c'est de revoir, de faire une réforme fiscale à travers un dumping fiscal. Avant d'aller plus loin, on fera le gros. Mais l'augmentation des recettes aussi peut être expliquée aussi par l'inflation. Évidemment. C'est ce que j'ai dit au début. De 2013, laissez-moi ouvrir pour pouvoir vous donner les données exactes. En 2013, de 2013 à 2014, disons avant 2014, le taux d'augmentation des recettes n'avait jamais excédé 10%. C'est-à-dire, disons, de 2008 à 2009, il y a une augmentation de 45%. Alors, 2009 à 2010, 45%. Non, pas 45, non, 0,45. 0,45. De 2011, de 2012 à 2013, il y a eu 5,76. Alors, j'ai sauté 2010-2011 parce que à cette époque, il y a eu une sorte de solidarité internationale à partir du séisme. Donc, je n'ai pas considéré la période 2010-2011. C'est comme exceptionnel. Exceptionnel. Maintenant, si on se rend en 2012-2013, il y a eu une augmentation de 8,68% des recettes internes. De 2013-2014, il y a eu 5,25%. Cependant, en 2015, il y a eu un taux d'augmentation des recettes de 21%. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'État avait pris des initiatives d'augmenter plusieurs taxes, particulièrement la patente. C'est passé de 2 pour 1000 à 4 pour 1000. Les patentes des sociétés, des associations, d'autres taxes ont été augmentées. Maintenant, vous voyez, à la même époque, on a eu une augmentation rapide du taux d'inflation. Pourquoi? C'est parce que l'argent que l'État a pris dans le portefeuille des ménages, pour pouvoir récupérer ce fonds-là, les entreprises ont augmenté les prix de leurs produits. Donc, c'est ce qui a facilité, c'est ce qui a provoqué l'inflation. Donc, les gens qui nous gouvernent, les dirigeants, les responsables des finances publiques, doivent savoir que leur comportement influe grandement sur le comportement des autres agents économiques. En ce sens, l'État est un grand agent économique, le plus important même. Donc, régulateur.
c'est le régulateur. Donc, si l'attitude qu'ils adoptent ne rentre pas dans le cadre du principe d'efficacité économique de la fiscalité et de l'efficience aussi administrative de l'État, on va voir que au lieu d'atteindre l'objectif de croissance, c'est une détérioration de l'économie qui se produit. Parfait. Ainsi, pour fin la première partie de l'émission, nous allons prendre une pause pour vous revenir en quelques instants. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Spectateurs et internautes, vous suivez la 348e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème « Quelle fiscalité pour Haïti ?» Notre invité, le confrère John Earl Edzer Legault. Au cours de la première partie de l'émission, le confrère Legault vous a expliqué, à partager avec vous, son constat. Des budgets qui ne mettent pas suffisamment d'emphase sur le développement, où les dépenses de fonctionnement sont prioritaires en préséance par rapport aux dépenses d'investissement. Et comme conséquence, il y a augmentation de l'inflation, il y a aussi appauvrissement des ménages et par voie de conséquence aussi le change sur le bout, le taux de change. Donc, c'est face à ce constat, à cette lecture de chercheurs, que le confrère Legault a proposé le dumping fiscal pour Haïti. Le confrère Legault veut nous expliquer le contenu du concept de dumping fiscal. Bien. En général, on s'est habitué au terme dumping au niveau marketing, c'est-à-dire une entreprise qui veut s'implanter, en général, et prend des mesures qu'on qualifie de concurrence déloyale pour pouvoir pénétrer le marché. On a constaté ce cas-là avec une téléphonie mobile qui a pris des mesures drastiques pour pouvoir éteindre l'autre compagnie qui existait. Donc, ça a été un dumping fait par cette entreprise-là. De même, si on ramène cette idée de marketing sur un plan global, on peut dire aussi qu'au niveau étatique, une mesure de ce genre pourrait être profitable au pays. En ce sens que, si on fait une comparaison par rapport aux autres pays de la région, on peut voir que le taux qui est adopté en Haïti, les mesures fiscales qu'on applique dans le pays, ne sont pas plus avantageuses par rapport aux autres pays de la région. C'est dans cette optique que j'ai proposé de faire un dumping fiscal. Le dumping fiscal, cela se définit comme des mesures qu'un État peut prendre pour donner des avantages fiscaux afin d'attirer des nouveaux investisseurs pour permettre d'avoir beaucoup plus d'investissements directs étrangers, beaucoup plus d'investissements internes dans le pays afin de faciliter la croissance. Si on compare plusieurs pays qui adoptent cette mesure, on dit aussi aux pays qui pratiquent un dumping fiscal qu'ils adoptent une fiscalité légère. Il y a des pays qui ont une fiscalité très très légère qu'on peut même assimiler à un paradis fiscal, mais l'objectif de ma proposition, ce n'est pas de faire Haïti un paradis fiscal, mais de voir par rapport aux autres pays de la région comment donner beaucoup plus d'avantages pour pouvoir attirer des investisseurs, des investissements. En Europe, il y a l'Irlande qui adopte le taux d'imposition le plus bas, soit 12,5%. Dans la région, si on voit la République dominicaine de l'autre côté, adopte un taux d'imposition de 27%. Guatemala, Jamaïque, 25%, Équateur, 22%. En ce sens, un investisseur qui veut investir dans une économie
va faire cette analyse. Quel pays qui m'offre beaucoup plus d'avantages? Parce que naturellement, c'est à travers le monde, les gens n'aiment pas payer d'impôts. C'est-à-dire, ils cherchent quel endroit, quel territoire qui permet et qui donne moins d'obligations fiscales. Et c'est pour cette raison que si nous autres, nous adoptons des mesures incitatives pour faciliter la création de richesses, on va tirer profit amplement. Donc, même si on adopte le taux d'imposition de l'Équateur, soit de 22%, j'avais fait une étude en faisant des calculs de l'ensemble des taxes que les entreprises doivent payer, les impôts et taxes. Si on applique un taux d'imposition de 22%, sans les mesures incitatives, 100 entreprises, si on arrive à faire entrer 100 entreprises par commune, c'est-à-dire on aurait au moins 14 500 entreprises, ces 14 500 entreprises allaient permettre à plus de 72 500 personnes d'avoir un nouveau emploi, parce qu'on sait qu'au moins, il dit en moyenne, les entreprises engagent au moins 5 personnes. OK? Si on prend, et ça peut être beaucoup plus, 5, 10, 15, mais je prends le minimum, c'est-à-dire au moins ces 14 500 entreprises vont permettre d'avoir plus de 72 000 nouveaux emplois. Et ces 72 000 nouveaux employés, en Haïti, on sait que chaque personne qui travaille supporte au moins 4 à 6 personnes. C'est-à-dire, dans l'ensemble, on aurait plus de 1 812 500 bénéficiaires directs de cette création de richesse. Maintenant, en faisant cette analyse sur ces 14 500 entreprises, je les ai situées dans un environnement où elles réalisent un chiffre d'affaires de 1 million de gouttes par mois, c'est-à-dire 12 millions de gouttes par année, ce qui est un niveau moyen pour les entreprises. Ces entreprises moyennes vont permettre à l'État de générer plus de 44 milliards de gouttes par année. Bien entendu, dans la proposition, j'ai mis, on a proposé qu'il fallait donner des avantages fiscaux. C'est-à-dire qu'une entreprise nouvellement créée devrait nécessairement bénéficier d'une exonération d'impôts au moins pendant les 2 premières années. Pourquoi? Lorsqu'une entreprise se situe dans la phase de démarrage, on sait que dans le cycle de vie de l'entreprise, il y a la phase de démarrage, croissance, maturité, déclin. L'entreprise qui a la phase de démarrage, dans cette phase-là, il y a beaucoup plus de dépenses d'investissement qui s'effectuent à l'interne pour pouvoir augmenter la production, faire des dépenses de marketing, pour pouvoir gagner une part de marché, avoir des compétences nécessaires pour assurer la production. Donc les dépenses à cette phase-là sont très intenses pour ces entreprises-là. Donc, si on arrive à donner ces avantages fiscaux d'exonération au moins pendant les 2 premières années à toutes nouvelles entreprises, cela va permettre aux investisseurs de récupérer plus rapidement les fonds investis. Et ensuite, cela va réduire un autre problème encore que les nouvelles entreprises se plaignent. À la première année, on est obligé de payer l'impôt. Et au même instant de payer l'impôt, on doit payer 75% d'acompte. Cela dit, ça a un poids énorme sur la trésorerie de cette nouvelle entreprise. Donc, l'acompte facilite les entreprises qui existent déjà, qui fonctionnent, parce que c'est comme une avance sur l'impôt que l'entreprise aura à payer. Mais cependant, pour une entreprise nouvellement créée, donc, payer l'impôt à la première année, en plus qu'il y a eu les dépenses de production, les dépenses d'implantation de l'entreprise, et ensuite, il faut payer 75% d'acompte. Cela représente un poids énorme pour ces jeunes entreprises. Maintenant, en donnant cette exonération, cela va réduire ce problème-là, vu que l'entreprise ne va pas payer d'impôt à la première année, donc elles n'auront pas à payer d'acompte sur l'impôt payé. Donc, durant les 2 premières années, on peut accorder, c'est une proposition, on peut accorder une exonération totale. À la 2e année, on peut suivre ce qui est dans le code des investissements ou bien adopter un autre barème.
on avait proposé dans le cadre de la proposition sur le dumping fiscal d'accorder une exonération de 85% à la troisième année, c'est-à-dire que l'entreprise aura payé 15% sur l'impôt qu'elle devrait payer. Troisième année, 45, sixième année, 70, et à la septième année, l'entreprise paierait complètement. Cela faciliterait le retour sur investissement pour ces nouvelles entreprises. Cependant, même si l'entreprise accorde ces avantages fiscaux, ces 14 500 entreprises nouvellement créées, à la première année, c'est-à-dire la période où il y a eu l'exonération, cela va permettre à l'État de gagner plus de 21 milliards. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'impôt de bénéfice seulement comme source de revenus que l'entreprise apporte à l'État. Il y a la TCA, il y a les autres taxes sur le salaire, il y a la patente. Donc, en faisant le cumul de ces autres taxes, sans l'impôt sur le bénéfice, ces entreprises vont rapporter à l'État plus de 21 milliards avec les 2 ans d'exonération et en baissant le taux de 30% à 22%. En République dominicaine, le taux d'imposition est à 27%. Si nous adoptons un taux de 22%, les investisseurs vont pouvoir choisir Haïti. Parce que en République dominicaine, ils ont déjà l'infrastructure routière, l'infrastructure en électricité, en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de... Le cadre est beaucoup plus propice à l'investissement en République dominicaine. Et en même temps, ils ont un taux d'imposition plus bas que nous. Donc la République dominicaine a fait un dumping face à Haïti. Donc il faut nous autres combattre ce dumping-là en pratiquant aussi un dumping fiscal. Donc c'est-à-dire qu'il faut baisser le taux d'imposition qu'on applique, accorder des avantages fiscaux à toutes nouvelles entreprises pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs et de là et créer la croissance économique. Très bien. Alors dans ce modèle-là, on n'est pas envisager les conséquences aussi sur les entreprises existantes déjà. Okay. Et deuxièmement, il n'y a pas d'emphase mise aussi sur un secteur d'activité en particulier. Non, donc, non. Quelle que soit l'entreprise nouvelle, elle aura droit à ces avantages-là. Quel que soit le type d'entreprise, c'est là le problème qu'il y a dans le Code des investissements. Le Code des investissements facilite certains secteurs, alors que et au niveau de l'économie, s'il n'y a pas de PME, même si une entreprise vient produire, il n'y aura pas d'entreprise qui pourrait consommer ce que les entreprises de production fabriquent. Donc il faut aussi donner des avantages aux PME qui vont créer des emplois. Et ce sont ces ménages-là, ce sont ces employés-là, vu qu'ils auront un revenu, ils pourront consommer ce que les entreprises de production fabriquent. Donc, le Code des investissements doit s'étendre sur toutes les catégories d'entreprises. C'est pour ça que je propose cela. Il faut donner des avantages à toutes nos entreprises. Maintenant, concernant la question sur les entreprises existantes, bien évidemment, elles auront à bénéficier aussi de la baisse du taux d'imposition. Car, quel est le taux qui est appliqué actuellement? C'est un taux de 30%. Maintenant, si on arrive à faire baisser le taux d'imposition, les entreprises existantes auront à bénéficier aussi sur cet écart disons, si on adopte le taux de l'Équateur 22%, l'entreprise aura à gagner 8% sur l'impôt sur le bénéfice. Maintenant, ce qu'on doit voir, c'est qu'au niveau fiscal, certaines fois, ça représente un poids énorme sur les entreprises. Durant cette même analyse, j'ai pu remarquer que les entreprises de services permettent à l'État de gagner environ 44% de leur chiffre d'affaires et 24% au niveau pour les entreprises commerciales ou industrielles. Parce qu'il y a une différence au niveau de la TCA, parce que les entreprises de services ne peuvent pas récupérer les TCA avancés sur l'ensemble, sur la majorité de leurs services achetés. Par contre, c'est automatique pour les entreprises commerciales, industrielles, donc ils peuvent récupérer la TCA qui a été avancée sur l'acquisition de matières premières et des autres intrants qui rentrent dans leur production. Donc, en ce sens,
ce poids-là, certaines fois, oblige certaines PME à recourir même à des prêts pour pouvoir payer leurs obligations fiscales. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de PME, beaucoup de petites et moyennes entreprises sont obligées soit de fermer boutique ou bien de rester dans l'informel. Parce que les gens ont peur de la fiscalité. C'est comme si on peut dire maintenant que la fiscalité fait peur. Les gens ont peur de payer. Et pourquoi les gens ont peur de payer? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'encouragement et d'avantages fiscaux, d'allègements qui vont leur permettre de pratiquer le service fiscal, d'avoir une culture fiscale. Parce qu'on sait que c'est une obligation pour payer l'impôt. Mais si en payant l'impôt et puis on se tue, on se perd. Donc on ne va pas pouvoir continuer à... Alors ce qu'il y a aussi, dans le cadre de ce modèle, c'est arriver à formaliser aussi le secteur informel. C'est ça. Donc, ça veut dire, les entreprises qui seront nouvelles, c'est des entreprises existantes déjà. Existantes ou bien des entreprises qui vont aussi se formaliser. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas accordé plus d'avantages encore à ceux qui n'avaient pas payé l'impôt? Et je vois le sens de la... C'est comme récompenser le fraudeur. Disons, alors, pour toute mesure de relance économique, il y aura toujours un prix à payer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de réforme sans perdre certaines choses. Donc, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Très bien. Donc, si l'État reconnaît qu'il y a une perte énorme dans un domaine, dans un secteur, donc il faut prendre des mesures pour pouvoir gagner une partie, ensuite pouvoir prendre la totalité de ce que l'État perdait. Donc c'est pour cette raison que ces mesures fiscales vont permettre à ces PME-là qui ont peur de la fiscalité de pouvoir rentrer sans contrainte. Parce que normalement, les entreprises qui sont dans l'informel veulent aussi se formaliser. Mais en se formalisant, et puis on arrive dans une fournaise ardente, donc l'entreprise fait le choix de rester au dehors. Donc, c'est-à-dire, les mesures fiscales doivent faire en sorte que les entreprises, ou bien les investisseurs, les gens qui sont dans le secteur informel, de sentir de par eux-mêmes la nécessité de se formaliser et de répondre à leurs obligations fiscales, d'avoir une culture fiscale et de pratiquer le civisme fiscal. Très bien. Alors, dans votre dernier article aussi, vous avez fait état du renforcement des mesures de mise en application d'impôts noirs, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc, est-ce que, selon vous, la mission fiscale ne devrait pas jouer un rôle fondamental, un rôle déterminant en ce qui a trait à l'élargissement de l'assiette fiscale avant d'arriver au dumping? Alors, ça peut se faire en même temps. Ça peut se faire en même temps. C'est-à-dire que, de par le principe de l'efficacité administrative, c'est un objectif que les dirigeants du pays c'est un objectif qu'ils doivent atteindre. C'est-à-dire, normalement, pour pouvoir répondre à certaines dépenses, il faut quand même faire en sorte que l'État augmente ses recettes fiscales. Permettez-moi de faire cette précision sur un concept qu'on utilise maintenant, c'est la pression fiscale. C'est-à-dire que les gens, en disant qu'il faut augmenter la pression fiscale, ces gens-là voient seulement le numérateur, mais ils négligent le dénominateur. Parce que pour calculer la pression fiscale, au numérateur, on met les recettes internes, les recettes fiscales, et au dénominateur, c'est le PIB. Donc, si on néglige le PIB, on s'accentue sur les recettes qui est le numérateur. Si le numérateur augmente, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura vraiment une augmentation du résultat, c'est-à-dire le taux va augmenter vraiment parce que le numérateur augmente, mais le PIB aussi va baisser. Et si le PIB baisse, il n'y aura pas de croissance. Donc, en voulant élargir l'assiette fiscale, il faut voir comment combattre l'effet d'éviction, c'est-à-dire éviter à l'État d'évincer beaucoup plus les ménages, les entreprises qui auraient ou bien qui auront à investir dans des domaines pour favoriser la croissance, et en même temps,
l'État peut aller auprès des gens qui n'ont pas encore payé, qui ne sont pas encore formalisés, c'est-à-dire en adoptant cette mesure de dumping fiscal, c'est-à-dire permettre aux gens de voir la nécessité de rentrer normalement dans le cadre normal fiscal afin de pouvoir payer, et cela va faciliter, cela va augmenter les recettes fiscales. Donc je vous ai dit seulement 14 500 entreprises, c'est-à-dire 100 entreprises par commune. 100 entreprises par commune, j'avais pris dans l'analyse 100 entreprises commerciales ou industrielles, 100 entreprises, et 50 entreprises commerciales et industrielles, et puis 50 entreprises de services. 50 entreprises de services, c'est comme si on dit, il y a 10 nouveaux comptables agréés, 10 nouveaux médecins, 10 nouveaux ingénieurs, 10 nouveaux informaticiens, ça fait 40, 10 nouveaux, quel autre secteur je peux prendre, 10 nouveaux agronomes qui s'investissent pour créer 50 entreprises de services dans une commune. Donc, les 50 entreprises commerciales, cela va ajouter pour donner les 100. Donc, par commune, si on arrive à faire rentrer 100 entreprises, cela va permettre à l'État d'avoir 44 milliards de gouttes avec un taux d'imposition de 22%. Cependant, il faut aussi créer un pouvoir d'achat aussi. Cela va se faire automatiquement. Parce que si l'entreprise, ces nouvelles entreprises-là, qui vont embaucher des gens, ce sera maintenant l'effet positif de cette mesure. Parce que plus il y a de nouveaux employés, c'est-à-dire qu'il y aura de nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux consommateurs vont consommer beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y aura une demande maintenant de production. Et il y aura maintenant de nouvelles entreprises qui auront à s'investir dans des filières de production pour pouvoir répondre à cette demande-là. C'est le cycle vertueux de l'économie, c'est-à-dire créer un cadre où l'entreprise crée sa propre croissance, mais non l'effet placatox qui se produit actuellement dans l'économie à cause de l'effet d'éviction. Donc c'est là. Donc même si il y a des entreprises qui actuellement sont dans l'informel, maintenant si on fait en sorte que ces entreprises-là voient la nécessité de se formaliser à travers des mesures incitatives, on va tirer profit amplement. Très bien. Alors, il y a aussi, on n'avait pas mis l'accent sur le particulier, c'est-à-dire comment imposer le particulier. Puisque aujourd'hui, le particulier est imposé jusqu'à 30%, pas vrai? Et le salaire minimum de 60 000 goudes, ne faudrait-il pas non plus relever cette base-là? Oui, alors, et ce qu'on peut donner aussi comme avantage, c'est-à-dire en 2005, il y a eu le plancher, c'est-à-dire le seuil pour pouvoir avoir l'abattement, c'était à 60 000 gouttes, c'est-à-dire à 5 000 gouttes par mois. Maintenant, et comme pour les particuliers aussi, et ça a été proposé lorsqu'il y a eu le débat du salaire minimum, c'est de voir comment augmenter le seuil d'imposition. Si actuellement c'est à 60 000 gouttes, l'État pourrait maintenant, pour les particuliers, augmenter le seuil à un certain niveau pour pouvoir donner la possibilité aux petits salariés, ou du moins, alors j'enlève le terme petit, aux salariés qui gagnent peu, de payer moins d'impôts, parce que de par le principe d'équité, de par le principe de la capacité contributive, il faut permettre à ceux qui gagnent plus de payer proportionnellement à ce qu'ils génèrent de l'économie. Cela dit, si on voit le taux d'imposition qui est appliqué actuellement sur les ménages, donc l'avantage qui va en découler, donc tous les secteurs vont bénéficier. Donc, étant donné que vous parlez du taux d'imposition et des particuliers, cela me ramène à intervenir sur le point qui fait débat actuellement, c'est sur l'article 17 du budget, où l'on propose d'avoir un minimum de 10 000 gouttes sur quel que soit le contribuable. Maintenant, parce qu'on dit dans l'article... Là, il y a méprise. Donc, c'est-à-dire que cet article-là, il faut nécessairement reformuler, c'est ma position, parce que normalement, cela va créer beaucoup plus de tort, vu qu'il y a des gens, au niveau de l'article même, qui ne génèrent pas d'activité génératrice de revenus, qui auront à payer ces 10 000 gouttes pour pouvoir payer et pouvoir répondre. Alors là, répondre il y a une grande méprise là, c'est que
les 10 000 gourdes concernent ceux qui n'ont pas de domicile fiscal en Haïti. Et C'est-à-dire, je peux faire une déclaration d'impôt sans avoir à payer. Pas vrai? Pourvu que j'ai mon domicile fiscal en Haïti. Cependant, ceux qui ont leur domicile fiscal en Haïti, s'ils doivent remplir les formalités par le gouvernement fiscal, telles que, etc., acheter une maison, etc., ou bien acheter un véhicule, ils auront à payer 10 000 gourdes. Ceci est la première année. Dès qu'ils auront leur activité normale, à ce moment-là, ils vont déclarer leurs revenus. Donc, il y a une méprise. Hein? Bon, alors, ce que je voulais... mais ce n'est pas vraiment dit, tout le monde va payer 10 000 gourdes. Oui, alors, pourquoi j'ai fait cet apport, c'est parce qu'au niveau des intervenants, ils ont dit qu'il y a eu erreur. Ce n'est pas seulement ceux qui concernent et qui sont hors d'Haïti, c'est tout le monde. Donc, il y a confusion au niveau de l'article. Donc, il faut beaucoup... C'est là le problème au niveau des lois fiscales également. Parce que l'investisseur qui est de l'extérieur et qui regarde comment fonctionne le cadre et fiscal, ils font parfois... Ils s'hésitent pour pouvoir investir. Prenons le cas sur l'impôt locatif, la CFPB. Dans le décret de budget de 2015, on avait fait une proposition, pas une proposition, on avait modifié la loi sur la CFPB, sur la loi du 5 avril 1979, c'est-à-dire c'était passé de valeur locative à valeur marchande. Maintenant, dans ce budget, on va passer de valeur marchande encore à valeur locative. Donc, il y a une mauvaise pratique de changer les lois dans les budgets et ça rend instable le cadre fiscal. Donc, il faut aussi, pour pouvoir faire cette réforme fiscale, de décider et de ne pas modifier en vertu, en voilà, les lois fiscales. Parce que, figurez-vous, il y a environ 2 ans de cela, au moins qu'on a modifié la loi sur la CFPB et maintenant on veut encore remodifier cette loi. Donc, une entreprise en 2015 qui avait fait une étude pour pouvoir investir dans l'immobilier à partir de cette loi de décret de budget de 2015, qui pour moi est beaucoup plus avantageux pour les entreprises qui veulent investir dans ce secteur. Pourquoi? Parce que c'est passé de valeur locative à valeur marchande et le taux, le barème, c'est 0,12%, 0,15, 0,20. Donc, mais sauf que moi-même, j'avais proposé dans l'article, au lieu de faire cette étude sur la valeur marchande qui crée des conflits, parce qu'il n'y a pas une instance qui dit voilà tel immeuble, ce que ça vaut, parce que la valeur dépend des conditions économiques de marché. C'est-à-dire que pour une même maison dans un lieu, ça peut avoir telle valeur, dans un autre lieu, ça peut avoir une autre valeur. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait de préférence agencer la base d'imposition au lieu sur la valeur locative ou la valeur marchande, mais sur la valeur de construction, qui sera élaborée par une instance réglementaire, soit UCLBP, qui devra définir le coût par mètre carré, et en fonction de ça, appliquer un taux pour définir la base d'imposition sur la valeur locative. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Au thème, il y a beaucoup à dire. Le sujet est vaste. Et l'intervenant, l'invité, qui parle de son cœur et qui fait parler les chiffres aussi, eh bien, nous a amplement renseigné sur les enjeux de la réforme fiscale adaptée à Haïti, selon sa lecture des différents budgets de la République. Certes, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, mais ce qui est important, que chacun apporte sa pierre. Car l'édifice à construire est une œuvre monumentale qui requiert l'apport de tous et chacun. Nous disons un grand merci à vous tous et aux confrères Legros, disons félicitations pour ce travail de recherche qu'il a partagé avec nous et nous souhaitons que d'autres puissent venir renforcer, améliorer ce qu'il a avancé. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Félicitations pour ce Legros et merci. On espère vous revoir. Pourquoi pas, pour parler encore des finances publiques, de la gestion, de la fiscalité, de la fonction comptable. Et à vous, nous disons un grand merci et à bientôt.